Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision nationale. Vous êtes tous devant vos petits écrans et c'est le moment de suivre une émission spéciale. Avril 1994, avril 2016. 22 ans viennent de s'écouler depuis le génocide perpétré contre les Tutsis. Plus d'1 million de victimes. Les responsables de ce génocide, certains sont derrière les verrous, d'autres sont encore dans la nature, mais d'autres encore bénéficient des faveurs de certains de leurs complices. Mais que doit-on comprendre ce soir? Puisque nous connaissons que le génocide, pour qu'il soit perpétré, il faut une préméditation, il faut un plan et il faut une exécution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont perpétré le génocide sont connus. Certains sont emprisonnés, d'autres sont encore attendus par la justice, aussi bien internationale que la justice rwandaise, où ces crimes ont été commis. Le gouvernement d'avant 1994, de la période de 1994 jusqu'en juillet, est responsable politique et moral de la mort de plus de 1 million de victimes. Mais ce gouvernement, tout comme d'autres gouvernements, a eu des partenaires. Ce gouvernement a eu des amis. Et parmi ces amis, il y a un ami, ou disons une amie, chère à ce gouvernement. Et cet ami n'est autre que la République française. La France, pays dit des libertés, cette France a été aux côtés de ce gouvernement du début jusqu'à la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. Mais que doit-on comprendre du rôle de cette France dans ce génocide? Eh bien, pour connaître les tenants et les aboutissants du rôle qu'a joué la France, dans ce studio, vous êtes avec moi, Edis Abiti, présentateur de cette émission spéciale. Et à mes côtés, je suis avec le docteur Jean-Damascène Bizimana, qui est un chercheur, juriste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Eddy. Et à ma droite, je suis avec le général-major Rugwarakabije Paul. Mon général, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, cette émission spéciale, 22 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, en 1994, nous allons comprendre aujourd'hui quel a été le rôle de la France aux côtés du gouvernement génocidaire pendant, avant, pendant et même après ce génocide. Docteur, commençons par vous. Comment la France, d'abord, est-elle arrivée dans la vie politique du Rwanda? En quelques mots, parce que la France n'a pas été le colonisateur du Rwanda, si les faits historiques sont exacts. C'est ça. La France n'a jamais colonisé le Rwanda. C'est exact. Mais comment est-elle arrivée, dans quelques mots, dans la vie politique du Rwanda? Bon, je dirais que la France intervient au Rwanda sous la Deuxième République, plus particulièrement en 1975. Parce qu'en 1975, le président Habyarimana vient de créer le parti unique, le MRND, et en même temps, il cherche à mettre en place une gendarmerie rwandaise. Parce qu'en France, il existait une gendarmerie qui était professionnelle avec une certaine expérience.
Donc d'abord, le président Habyarimana s'est approché de la France en vue pour solliciter que la France en fait forme la gendarmerie rwandaise qui était naissante. Et à partir de 1975 donc, il y a eu ce qu'on appelle l'accord d'assistance militaire entre la France et le Rwanda. Et cet accord d'assistance militaire, justement, porte sur les conditions et les modalités de mise en place de la gendarmerie rwandaise. Et là, nous sommes très loin de toute guerre. Il n'y a aucune guerre à cette époque-là. Totalement, il n'y a pas de guerre. Il s'agit tout simplement d'un État, un État souverain qui sollicite une aide à un État étranger. Donc, l'accord d'assistance militaire est signé. Le général Paul Rwakabijan en parlera mieux que moi. Mais cet accord, il est clair, il est écrit, on l'a. Il précise que la France interviendra pour aider le Rwanda à former des jeunes gendarmes rwandais. Et c'est comme ça aussi que la France a mis en place une école de gendarmerie, ce qu'on appelait les GENA, école de gendarmerie nationale. Donc il y avait des instructeurs français au sein de la gendarmerie rwandaise. Et puis après, particulièrement vers 1978, l'accord d'assistance militaire a été étendu aussi à l'armée. Parce que le Rwanda a réalisé qu'il avait aussi besoin de la France et des militaires français au sein de l'armée, pas uniquement de la gendarmerie. Et donc, il y a eu des instructeurs français au sein du bataillon paracommando. Le général Habyarimana a commencé par les unités les plus spécialisées. Je crois qu'il souhaitait qu'ils soient mieux formés, ça se comprend. Et quand vous dites les unités plus spécialisées, ça veut dire son entourage direct ou sa protection, sa garde directe, c'est ce que vous voulez signifier. Il y avait au sein de l'ancienne armée rwandaise la garde présidentielle, c'était évidemment l'unité la mieux formée. Et puis aussi il y avait le bataillon paracommando, c'était une unité aussi de paracommando assez bien formée. Donc ce sont spécialement ces deux unités-là. Et puis il y avait une toute petite compagnie au sein de l'armée rwandaise qu'on appelait lutte anti-aérienne, qui était aussi spécialisée dans l'artillerie. Et la France formait principalement ces trois unités-là, plus l'unité de reconnaissance qui plus tard a été aussi insérée au camp Kigali. Mais c'est de cette manière-là que la France, en fait, a débuté au Rwanda par cet accord d'assistance militaire. Et puis après, il y a eu un accord aussi d'assistance civile. Donc cet accord-là portait plus sur des projets en matière de santé et notamment en matière agricole. Et en matière de santé, la France entretenait l'hôpital de Ruhengeri. L'hôpital de Ruhengeri appartenait à la coopération française, il y avait des médecins français, voire même des infirmiers. Et puis, au niveau de l'assistance agricole, la France intervenait dans un certain nombre de projets agro-pastoraux pour le développement du pays. Notamment ici dans la région proche de Kigali, vers Masaka, il y avait deux projets, deux gros projets. Le projet Kigali Est et le projet Kigali Nord. À Butare, il y avait le projet, ce qu'on appelait DGB, développement global de Butare, et bien d'autres projets. Il y avait plusieurs projets agricoles que la France entretenait au Rwanda et que la France finançait. Donc ce qui fait qu'entre 1978 et 1990, la France était le plus grand bailleur de fonds du gouvernement rwandais. Peut-être on y arrivera quand on va parler de l'aspect politique, mais pendant ces années-là, la France est devenue un grand bailleur sur lequel le Rwanda tenait beaucoup. Voilà. Mon général, vous avez un peu entendu en quelques mots ce qu'a dit le docteur Bizimana. Oui, j'ai suivi. Vous avez suivi. Mais le docteur est un observateur qui n'était pas dans l'armée. Vous, à cette époque, vous êtes déjà dans l'armée. Oui, je sais. Voilà. Alors, comment cette coopération militaire, cette assistance militaire que la France a passée avec le Rwanda, ces accords-là, comment l'avez-vous vécu, vous, à cette époque-là, dans l'armée? Bon, comme il vient de le dire, la gendarmerie nationale venait d'être créée. C'était en 1974. En 1975, la France a signé un accord avec le Rwanda, l'accord de coopération militaire. Que contenait cet accord? Premièrement, c'était la coopération, l'aide technique, l'assistance technique. Deuxième chose... Ça veut dire quoi exactement, l'assistance technique? L'assistance technique, ouais. La France est donc envoyé les officiers et les sous-officiers pour assister le Rwanda dans la formation de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il faisait? Que faisaient ces instructeurs qui venaient
à la gendarmerie nationale. Il venait former le personnel. La formation de la jeune gendarmerie, comme il vient de le dire, il y avait l'école de gendarmerie nationale à Ruingeri, on l'appelait GENA, comme il a dit. Et ensuite, les officiers rwandais, avec bourse de la France, ils allaient à l'école de guerre interarmée à Paris, en France. Certains d'entre eux allaient à l'école de gendarmerie, à l'école supérieure de gendarmerie, d'autres à l'école d'état-major de gendarmerie nationale en France. Dans les débuts, c'était comme ça qu'était formulé l'accord, mais il y avait aussi une aide directe en matériel, véhicules, armement, munitions, les matériels de transmission. Mais quelque temps après, comme il l'a précisé, eh bien, cet accord s'est étendu sur l'armée. Mais ce n'était pas prévu dans l'accord. Ça a été de fait. Cela veut dire que, en réalité, cette coopération-là militaire est venue sans aucun document qui justifiait ça. Ça veut dire que cette coopération est allée au-delà de ce qui avait été, disons, ce qui a été entendu entre les deux parties. C'est ça, ce qui avait été entendu entre les deux parties, c'était la gendarmerie seulement. Mais par après, de facto ou de fait, l'assistance s'est étendue à l'armée. Alors, entre le gouvernement d'alors, ou l'armée d'alors, et l'armée française, qui a créé ce besoin d'apporter cette assistance? C'est la France qui a proposé ces services, ou c'est l'armée qui a dit ce que vous faites avec la gendarmerie, pourquoi ne pas le faire avec nous? Le Rwanda a exprimé le besoin et a souhaité que, comme la France aide la gendarmerie à se mettre en place, et le Rwanda a voulu que l'armée aussi soit spécialisée, surtout l'unité dont il apparaissait le bataillon par commando, c'était l'aviation militaire. Eh bien, cet accord s'est étendu. Mais la régularisation s'est faite après. La régularisation dans les textes, ça s'est fait après, mais les faits étaient déjà sur le terrain. Voilà. Alors, à cette époque, comme je l'ai posé tout à l'heure au docteur Bizimana, l'armée ou le gouvernement, s'était-il à un certain moment douté d'une quelconque attaque, à un certain moment? Nous sommes encore loin. Oui. Puisque en 1975, 1978, même 1983, c'était encore loin. Voilà. Mais à quel moment le Rwanda s'est senti quand même pressé a été pressé par la situation extérieure et intérieure, c'était vers la fin de 1980. Là, je comprends. Là, nous en venons. Parce que je voulais savoir si cette coopération, ces accords sont passés avec une certaine crainte d'une certaine guerre éventuelle. Docteur, ces accords, comme le général Paul le dit, ces accords ont été inspirés, certains parlent des relations entre les individus plus que des relations entre États. Entre États. Bon, il faut que je commence par préciser quelque chose de très important que le général Paul Ouarakabije a dit. Donc, deux choses. D'abord, il faut distinguer ce qu'on appelle en France un accord de coopération militaire et puis un accord d'assistance militaire. Donc, il y a deux types d'accords. L'accord d'assistance militaire signifie, comme il a dit, une fourniture de personnel pour former une unité ou pour former une armée. Juste passer la connaissance. C'est ça. Passer des connaissances. Passer des connaissances, comme il a dit, envoyer des boursiers, amener des instructeurs militaires ici, au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie. C'est ça l'assistance. Mais l'accord de coopération militaire signifie que
en cas de guerre, l'État avec lequel vous avez un accord intervient militairement à vos côtés pour vous soutenir. Et c'est cet accord qui n'existait pas entre la France et le Rwanda. On y reviendra tout à l'heure. Aucun document ne le Donc, mentionnait. il n'y a jamais eu d'accord de coopération militaire entre la France et le Rwanda. Il y a eu un accord d'assistance militaire. Et c'est ce qu'il a dit en fait que la France s'est engagée de fait militairement. La France a outrepassé l'accord. Et Lui a parlé d'une certaine régularisation peu après. Peut-être, justement. Mais justement, la faute était déjà commise, était consommée. C'est-à-dire qu'entre 1975 et 1992, la France a agi au-delà de l'accord militaire, puisque à partir de 1990, c'est surtout à partir de 1990, avec le début de la guerre de libération, que la France a outrepassé cet accord-là, parce qu'elle a envoyé des militaires sur le front, elle a envoyé des équipements militaires qui n'étaient pas prévus dans l'accord. Justement. Et c'est en 1992 que la France a régularisé, après s'être rendu compte qu'il avait outrepassé l'accord. C'est cette précision-là dont j'avais besoin. Parce que s'il y a eu la France ou même le gouvernement du Rwanda à cette époque, parce que la France n'a pas été la seule à dépasser les accords, parce que le gouvernement rwandais avait accepté aussi ou avait exprimé le besoin de cette assistance ou de cette coopération cette assistance militaire. C'est plutôt la France qui a outrepassé, parce que les textes juridiques français sont très clairs. Les textes juridiques français interdisent à l'État français d'intervenir au-delà d'un accord qui n'existait pas. Donc il aurait fallu d'abord que la France modifie l'accord d'assistance militaire en un accord de coopération militaire, voilà, avant d'envoyer ses soldats ici au Rwanda. Général ? C'est ça. Il le précise bien. Il n'y avait pas d'accord de coopération militaire. Eh bien, même il y a une précision que je dois ajouter. En 1975, les Français devaient venir en uniforme français. C'est ça. C'est en 1983 que le Rwanda, eh bien, ne demanda pas cette affaire-là. La France et le Rwanda, bien sûr, comment ils se sont entendus, eh bien, il va peut-être le préciser. À ce moment-là, 1983, nous avons vu directement les Français porter les uniformes rwandaises, les uniformes de l'armée, les uniformes de la gendarmerie. Là, c'était un petit changement, mais c'était toujours significatif tout de même. Significatif, puisque c'était plutôt un engagement politique, mais qui n'était pas prévu encore dans l'accord. Il n'était pas encore prévu dans l'accord. Eh bien, où est-ce que ça a mené? Il va peut-être aider beaucoup plus, mais jusqu'à présent, vous allez feuilleter dans tout ce qui a été écrit, jusqu'en 1983, 1985, 1989, il n'y avait pas de ces accords. Surtout l'accord de coopération militaire, ça n'a pas été. Merci bien. Mais 90, la guerre de libération, nous sommes en octobre 90, la guerre de libération exploite. Et c'est aux grandes dames du général Habyarimana, qui n'était même pas au pays à cette époque, si ma mémoire est bonne. Il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis. Exactement. Et pris de peur, on comprend que la guerre éclate en l'absence du chef de l'État. On comprend. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement après le jour du 1er octobre 1990 ? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'armée rwandaise d'abord ? Au sein de l'armée rwandaise, oui. Eh bien, c'est la réaction contre une attaque qui venait d'être remarquée à la frontière. Eh bien, le président a demandé une aide à la France. Il a demandé directement. Ne tenant pas compte de ces accords dont on parle, et puis il a adressé une demande directe à son homologue français, et les Français sont arrivés dans les premiers jours, je crois, si je me souviens bien, c'était le 4 octobre. Docteur, oui. À entendre le général Paul, on dirait que c'était une armée qui n'était pas préparée
à une quelconque guerre, malgré l'appui, malgré les connaissances passées de l'armée française à l'armée rwandaise. On dirait que c'était une armée qui ne s'attendait pas à un tel scénario. Bon, il faut dire que... Si au lendemain de la guerre, au lendemain de la guerre, à quelques jours seulement, la France intervient avec toute l'artillerie. Oui, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant ont prouvé que l'armée rwandaise à l'époque avait beaucoup de problèmes. Il avait des problèmes de division interne qui étaient aussi liés aux problèmes politiques à l'époque dans le pays. Donc ces divisions affectaient aussi l'armée. Mais l'armée était informée qu'il y aurait une attaque. Et les services de renseignement français, on a maintenant des documents qui le prouvent, et les services de renseignement français savaient que l'armée rwandaise allait être attaquée de l'extérieur. Et d'ailleurs, l'ambassadeur de l'époque, Georges Martre, en 1989, il a rédigé une dépêche au ministère de la Défense française, précisant que le président Museveni, avec des réfugiés rwandais, qu'il y avait en fait un groupe de réfugiés qui étaient prêts à venir à attaquer le pays et que la France devrait suivre de près. C'est comme ça, ce sont des mots qui sont utilisés. La France devait suivre de près l'évolution de la situation. Et cette information-là, le document le précise encore, avait été transmis au chef de l'État, donc au président Habyarimana, et au chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui était en fait le général Habyarimana à l'époque. Et c'est comme ça que la France a aussi envoyé des conseillers militaires au sein de l'armée rwandaise pour épauler le président Habyarimana. Donc ça n'a pas été du tout une surprise, mais je me demande si comment le président Habyarimana n'a pas pu se préparer militairement à cette attaque-là, mais il comptait beaucoup sur le président français. Justement, général, c'est une guerre qui n'a pas surpris les supérieurs de l'armée, du moins. Ça n'a pas surpris, je peux le dire, puisque moi-même j'étais dans la structure de l'armée. Et bien même à l'école, à ce moment-là, il y a une préparation des officiers, comment conduire les grandes unités surtout. Eh bien, en préparant les commandants. C'est à quelle époque exactement? En préparant les commandants en 1990, au début de l'année. Eh bien, c'était en fonction des renseignements quand même qu'on recevait. Est-ce que cela justifie exactement l'intervention rapide de la France? Parce que 3 ou 4 jours après l'attaque, si on doit réagir comme ça, on dirait que c'est quelque chose à laquelle ils s'attendaient. L'intervention rapide, ça on peut se le demander, mais de toutes les façons, lorsqu'on est attaqué, je crois que l'on prévient les amis. C'est pas seulement la France qui a été avisée, la Belgique a été avisée, le Zaïre d'alors a été avisé, mais les Français sont intervenus parmi les premiers. Bon, vous aviez posé une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu, une question concernant les relations entre fils. Donc, individus. C'est-à-dire qu'il faut préciser que le fils du président rwandais, donc Jean-Pierre Habyarimana, et le fils du président français de l'époque, Jean-Christophe Mitterrand, étaient des copains. C'était des gens très très proches. Or, Jean-Christophe Mitterrand était conseiller de son père. Et actuellement, les études aussi l'ont prouvé, Jean-Pierre Habyarimana et Jean-Christophe Mitterrand faisaient aussi des affaires entre eux. Ils avaient notamment même planté de... Oui. Ils avaient une plantation du chanvre. Dans la forêt de Nyungwe. Ah bon? Oui. Le cannabis, donc. C'est ça. Le cannabis était planté dans la forêt de Nyungwe. Et cela a été constaté vers 1989. 1990 plutôt. Et elle a été détruite. Et il y avait même des fonds du ministère de l'Agriculture qui étaient alloués à cette plantation-là d'Urumogi, donc de cannabis. Et donc, vous voyez, c'est quand même grave, ça. Pardon? C'est quand même grave. C'est excessivement grave parce que même pour détruire ces champs de cannabis, on a dû fournir de très très gros moyens de l'État pour détruire ces plantations. Est-ce que cela a été fait à l'insu de son père? Je ne pense pas. Il le savait certainement. Mais on était allé le cacher dans la forêt de Nyungwe, c'était pour cacher. Mais le commerce, c'était des avions
des avions cargo qui venaient à l'aéroport de Kanombe et qui transportaient son cannabis. Donc il y avait aussi donc, un milieu d'affaires qui était totalement illégal et qui se faisait entre les deux fils des deux présidents. Et ces relations-là ont aussi influé sur l'intervention militaire française au Rwanda. Docteur, à cette époque, en 90, le général Paul parle d'une intervention qui, après 3 ou 4 jours après l'attaque du 1er octobre 90. Mais ici, au pays, comment la population voyait tout ça? Quelle était l'appréhension de la population sur cette situation? On peut répondre à 2 niveaux. Je crois que la population d'une manière générale n'était pas au courant de ces préparatifs-là. C'était plutôt les milieux les plus informés, les milieux proches de l'armée, les milieux de la haute administration qui étaient au courant. Mais une fois que l'attaque des FPR donc a été lancée, le gouvernement a réveillé le vieux démon concernant les clichés ethniques. Donc on a joué sur la carte ethnique pour pouvoir justement mobiliser la population Hutu contre les citoyens Tutsis civils. Et donc il y a eu une instrumentation de la guerre pour pouvoir finalement attaquer les gens sur une base ethnique et pour pouvoir aussi semer la confusion dans le pays afin finalement de susciter une certaine réaction de la population contre un groupe ethnique local et en même temps pour susciter, je dirais, une certaine pitié internationale. Parce qu'on se rend compte qu'en 90, les missionnaires, les prêtres, notamment les missionnaires, les prêtres catholiques, ont été les premiers aussi à réagir en faveur du régime Habyarimana, qu'on considérait comme un régime exemplaire, malgré que ce régime-là était plongé quand même dans une administration ethniste, discriminatoire aux yeux de tous. Mais déjà, dès le 10 octobre, on remarque des écrits missionnaires proclamant que le gouvernement rwandais devrait être aidé par toutes sortes de moyens venant de l'extérieur. Et c'est la raison aussi pour laquelle le Zaïre est intervenu militairement. Donc le président Mobutu a envoyé ses meilleures unités, ce qu'on appelle des unités de la DSP, la division spéciale présidentielle, je crois, qui sont allés combattre dans le Mutara. Et puis ils se sont très très mal comportés. Le général Paul sait mieux que moi. Mobutu a été obligé de les rappeler au bout de des mois, sur demande d'ailleurs à l'époque du président Habyarimana lui-même. Mais la Belgique aussi avait envoyé des militaires ici au Rwanda en 90, mais la Belgique a fait une lecture des événements et elle s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'une attaque de l'armée ougandaise. Parce que le président Habyarimana prétendait que c'était une agression. C'était une agression menée par l'armée ougandaise. Mais finalement, la Belgique s'est rendue compte que c'était des Rwandais qui avaient été privés de leurs droits et qui étaient contraints d'utiliser la force pour revenir. Et la Belgique a vite retiré ces unités. Voilà. Mais, général, cette Belgique qui a pu lire entre les lignes, pourquoi la France n'a pas fait pareil? Eh bien, je vous dis, la Belgique réellement a réagi, je dirais, beaucoup plus intelligemment, j'ose le dire, puisque cette Belgique même avait une aide appropriée dans les unités de l'armée rwandaise. Vous voyez le centre d'entraînement commando, il y avait l'école supérieure militaire, il y avait le service médical de Kanombe. Partout là-bas, la Belgique qui était présente. Mais le jugement a été réellement, je dirais, un jugement positif, un jugement sain, un jugement qui, avec la réaction qu'elle a faite, c'était une réaction réaliste. Est-ce que y avait-il une certaine discussion qui ont été entretenues entre l'armée française, belge et l'armée rwandaise pour faire un état des lieux de la situation et que la Belgique finalement... Sur ce point, je vous dirais, chaque parti, donc le Zaïre qui a envoyé les militaires, eh bien, la discussion se faisait à part. La France et le Rwanda, les discussions se sont faites à part. La Belgique, là, à part. Ce n'est pas une action concertée.
Pas une action concertée qui a été faite. Non, non. Là, je suis témoin. Je suis témoin puisque les Français sont restés, et bien malgré que la situation n'était pas telle qu'elle était présentée par le pays. Docteur, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se faisaient dans le dos de l'armée belge et même quand on parle de l'armée belge, ça veut dire même des autorités belges. Il y a certains paramètres qu'ils ne maîtrisaient pas finalement de cette coopération entre le Rwanda et la France ou de cette relation franco-rwandaise. Bon, il faut préciser qu'en Pourtant, la Belgique, c'est la Belgique qui a colonisé le Rwanda. Peut-être le bon sens voudrait que c'est la Belgique qui soit tellement impliquée dans cette affaire, comme on le voit un peu partout. Les colonisateurs sont toujours présents. On l'a déjà expliqué. En fait, sous la Deuxième République, sous le régime du président Habyarimana, la Belgique s'est totalement effacée. Parce que la France a mis beaucoup de moyens dans la coopération, que ce soit la coopération militaire et aussi que ce soit la coopération civile, je l'ai dit, en matière de santé, en matière agricole, en matière d'élevage et aussi en matière d'éducation. Parce que la réforme, ce qu'on appelle la réforme scolaire, était totalement financée par la France. Il y avait de gros projets au sein de l'enseignement rwandais qui étaient financés par la France. L'université de Ruhengeri, de Nyakinama, a été construite par la France avec aussi des professeurs français qui venaient pour l'assistance et aussi des enseignants rwandais allaient, pour la plupart, étaient formés en France. Donc la France était totalement engagée dans tous les domaines de la vie sociale, politique, culturelle, économique du pays. Et c'est la raison pour laquelle, dès que la guerre commence en 90, en fait, la France, je l'ai dit, était le plus grand bailleur ici dans le pays. Et le président Mitterrand considérait le Rwanda comme ce qu'on appelait le précaré africain de la France. Et donc, venir sauver le régime Habyarimana, malgré la connaissance des abus que commettait ce régime, c'était, je dirais, la France voyait ça comme une obligation morale de venir aider cet État. Et d'ailleurs, le président Mitterrand appelait Habyarimana le petit-fils Habyarimana, qu'il fallait lui venir en aide. En 90, le 4 octobre, lorsque Mitterrand décide d'envoyer les militaires les français, troupes françaises, c'est ça, ce qu'on appelle l'opération Noroi. Il a envoyé d'abord 150 soldats bien formés en disant, OK, on va aider le petit-fils Habyarimana qui est attaqué de l'extérieur. Donc, à partir de 90, donc l'opération Noroi s'est agrandie avec ce qu'on a appelé les DAMI, les détachements d'assistance militaire et d'instruction, qui étaient basés au camp Gabiro, Mukamira, Ruhengeri. Et eux, ces DAMI, en fait, ils intervenaient dans la formation de l'armée rwandaise, mais aussi dans le maniement des armes nouvelles que la France donnait à la France, et aussi sur des interventions sur le terrain. Le DAMI est intervenu à Byumba, à Ruhengeri, donc à des époques où le FPR en fait, avait reçu sur l'ancienne armée rwandaise. Là, le DAMI intervenait militairement sur le champ de bataille. Alors, docteur, vous avez un point à ajouter sur ce que dit le docteur? Justement, donc, ce qu'il vient de dire, c'est la réalité même. C'est ce qui a été fait. Mais pour ajouter quelque chose d'autre, les DAMI, quand ils ont commencé, c'était quoi? Puisque la structure de l'armée rwandaise était telle que les Français y ont intervenu au moment de l'attaque, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation? Eh bien, il y a eu un conseiller au niveau supérieur, au niveau du pays, au niveau de l'état-major de l'armée, et puis il y avait un conseiller français. Il s'appelait, c'était le lieutenant-colonel Jacques Cholet. Gilles Cholet. C'est ça, Cholet. Eh bien, avec la structure comme celle-là, l'organisation telle que, au niveau supérieur du pays, il y avait un conseiller militaire français. Les autres suivaient de près, dans les états-majors, état-major de l'armée, état-major de la gendarmerie. Les DAMI, là maintenant, c'est dans les unités sur le terrain. C'est ça. Dans les unités sur le terrain, ça c'est opérationnel, n'est-ce pas? Eh bien, ces DAMI vivaient avec les unités donc les officiers français, les sous-officiers français. Ils vivaient avec les unités de l'armée rwandaise sur le terrain dans les secteurs opérationnels. Oui, on peut même donner des noms pour informer nos téléspectateurs, parce que, par exemple, au sein de la garde présidentielle, il y avait le major de Nirou.
C'était donc un officier français qui était chargé de la formation de la garde présidentielle, donc la garde proche du président Habyarimana. Au bâtiment par commando, il y avait le commandant Grégoire de Saint-Quentin, et qui a été d'ailleurs le premier à aller sur, le 6 avril 1994, il était encore là, et il a été le premier à aller sur l'avion, lorsque l'avion est tombé sur la résidence présidentielle. Au sein de la criminologie, le service qu'on appelait criminologie, ou fichier central, il y avait le major Michel Robardet. Et donc, qui lui formait des inspecteurs de la police judiciaire de la gendarmerie rwandaise. Donc, on peut donner différents noms de ces personnes-là. Les Dami Amukamira, il était commandé par à l'époque le lieutenant-colonel Jacques Rosier. À Gabiro, il y avait le capitaine Joubert, etc. Là, peut-être, on comprend que ces Dami, cette armée française, était présente partout, dans tous les secteurs de la vie militaire et même socio-économique à l'époque. Totalement, Mais, totalement. Ça veut dire que la France vraiment connaissait le Rwanda de bout en bout, connaissait exactement ce qui se passait, en le disant ou en ne le disant pas, mais il savait vraiment ce qui se passait au Rwanda. Maintenant, arrive la période triste de 1994, le 6 avril. L'avion du président Habyarimana tombe. Juste après, ce sont les massacres des Tutsis qui commencent. On extermine les gens juste au lendemain, dans la soirée même de l'attentat ou de l'avion qui est tombé. Et tous les documents reviennent sur le rôle du colonel Bagosora de l'époque dans la chute de cet avion. Mais ces massacres qui commencent, la France est présente sur terrain. Ça fait déjà quelques années qu'il y a des massacres qui sont commis. À Boudiessera, en 90, il y a des gens qui sont morts déjà. Un peu partout, il y a la chasse des Tutsis. Pourquoi cette France reste silencieuse face à ces massacres? C'est tout le gros problème. C'est-à-dire que la France était tellement impliquée aux côtés du régime rwandais que si la France avait laissé le Rwanda, elle craignait un échec total sur toute sa politique africaine. Parce que la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait ce qu'on appelait le précaré africain. Le précaré africain signifie des pays sur lesquels la France avait le monopole. Ce sont notamment ses anciennes colonies. Mais la France était aussi intervenue au Rwanda parce qu'elle considérait le Rwanda comme un élève, suite à cette amitié-là qui était tissée entre les deux chefs d'État et puis entre leurs fils. Donc la France craignait que si elle abandonnait le Rwanda, ça allait servir de mauvais exemple dans d'autres pays et qu'il allait peut-être y avoir une réaction anti-française dans des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal et autres. Mais docteur, comme on peut le voir sur nos images là, on voit la France, les instructeurs français, tout de même, avec des miliciens inérams lors des formations ou vraiment des entraînements militaires. On peut les voir sur notre écran ici. Pourquoi c'est si difficile à cette époque que la France puisse dire, voilà, il y a des massacres qui sont en train d'être commis et nous avons soutenu cette armée aussi qui a créé des milices que nous avons entraînées. Eh bien, je crois qu'il faut comprendre que ces choses-là sont venues progressivement. 1990, 91, 92, eh bien, la France était intégrée complètement dans l'armée, dans la structure de la population, je dirais. Quand on a parlé des Dami, c'est l'instruction aussi bien des militaires, mais par après, ces Français se sont éparpillés aussi dans les centres de formation de ces jeunes Interahamwe. Qu'on peut voir à l'écran là-bas. Ah oui, eh bien. C'était quoi le motif de la formation de... Quel est le motif à un certain moment, je vous dis que il y avait les secteurs opérationnels sur le terrain. Les militaires avaient été augmentés par le recrutement massif, ça c'est sûr. Mais pour endiguer les infiltrations, il y avait aussi une défense de quelques gens civils.
ça a commencé par les militaires en civil, mais il s'y est ajouté les civils qui ont reçu les armes. Ils ont reçu les armes, peut-être pas par l'intermédiaire des Français, mais les Rwandais qui l'ont fait, les Français n'ont pas dit non à ce qui sont passés. Eh bien, tout cela s'est fait sous les yeux des Français. Ça, je peux vous dire que c'est venu progressivement. Les Français ont été, je dirais, intégrés dans toute la situation. Même si l'on dit que les Français, officiellement, les Français ont quitté le Rwanda en 1993 au mois de décembre, il y a les éléments des Français qui sont restés. Sur place. Oui. On les appellerait toujours les coopérants, puisque ces amis dont on parlait, on disait ils sont partis, mais pratiquement, la pratique était que les Français étaient toujours présents. Ils étaient toujours présents. Docteur, tout à l'heure je parlais après le 6 avril, il y a une panique, un gouvernement doit se créer. L'ambassade de France ici à Kigali participe à la formation même des membres du gouvernement de cette époque. Le gouvernement dit des sauveurs, intérimaires dit des sauveurs. L'ambassade de France passait les informations directement à l'Élysée ou à la présidence française de la situation qui régnait sur terrain. Mais pourquoi n'avoir pas évoqué la vraie situation des massacres et de faire fi de cette situation? Il y a quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire que la diplomatie française, d'ailleurs la politique française dans son ensemble, a fait une lecture ethniciste du conflit rwandais. La France n'a jamais considéré que les combattants du Front patriotique rwandais étaient de véritables Rwandais. La France a toujours jugé que le Rwanda était attaqué par des étrangers, que c'était une agression extérieure. Et que aussi le Rwanda devait être gouverné par la majorité ethnique. Autrement dit, c'est pourquoi la France a aussi fermé les yeux sur les massacres de Tutsis au Bugesera en mars 92, à Kibirira et ailleurs. C'est que les dirigeants français, les dirigeants politiques et militaires, dans les révisions, c'était la majorité ethnique qui devait avoir des droits de vivre et des droits de gouverner le pays. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle la France a continué à soutenir militairement ce régime, malgré la connaissance des abus, des tueries, des massacres ethniques et politiques qui étaient commis par le régime Habyarimana. Donc ça n'a pas été une surprise du tout. C'était plutôt un choix de soutenir ce régime de façon inconditionnelle. Alors, revenant à la question que vous posiez, justement, le gouvernement intérimaire qui a préparé le génocide et fait exécuter le génocide a été formé à l'intérieur de l'ambassade de France à Kigali, et c'est même l'ambassadeur à l'époque Jean-Michel Marlot avec le colonel Bagosora qui validait les noms des ministres qui devaient faire partie de ce gouvernement. Donc ils ont choisi des ministres extrémistes dont ils savaient pertinemment qu'ils allaient être engagés dans la perpétration du génocide. Raison pour laquelle maintenant, il n'y a aucune honte, ni même aucun mensonge de dire que la France a été complice du génocide. On peut même aller loin. La France a été même auteur du génocide parce qu'elle a mis en place des instruments pour pouvoir commettre le génocide. Il y a la formation de miliciens Interahamwe. Il y a également la formation de ce gouvernement après la mort du président Habyarimana. Et plus tard, on va même remarquer que sur les 22 membres de ce gouvernement, 19 d'entre eux ont été reconnus coupables des crimes de génocide. C'est quand même grave, ça, mon général. C'est grave. C'est très grave. Et à cette époque, la formation du gouvernement, qu'est-ce qui se passe entre l'armée rwandaise et l'armée française à cette époque-là? À cette époque, dans cette confusion, dans ces massacres, qu'est-ce qui se passe exactement? À ce moment-là, 1994, je vous dis qu'en décembre 1993, il y a une partie des Français qui sont partis, de l'armée française qui est partie. Ce qu'on appelait les damis. On a laissé les membres qu'on appelait les coopérants. Mais c'était un grand nombre, tellement que ceux qui sont partis et ceux qui sont restés sont partis comme à de même nombre.
Eh bien, alors ces coopérants-là, quel est leur rôle à cette époque-là? Les massacres, nous sommes en plein génocide. Les Tutsis se font massacrer dans les 4 coins du pays. Qu'est-ce qui se passe? bon, de toutes les façons, ce que l'on peut dire, c'est que partons de ce mois-ci où vous avez parlé de Bagosora qui a organisé les massacres. Eh bien, il a d'abord organisé l'émission. Il y a une mission que nous devons parler, que nous devons quand même mettre au clair. Une mission qui est allée en Tanzanie avec le président Habyarimana. Vous avez vu, le chef d'état-major, il est parti. Le ministre de la Défense, il est parti au Cameroun. Le ministre, les officiers d'état-major, certains sont au Cameroun. Il y a celui qui s'occupait des opérations, il est parti en Égypte. Il reste Bagosora comme chef. Il était directeur de cabinet du ministre de la Défense. Et c'est lui qui reste à ce moment-là avec tout le poids, avec ses amis coopérants français qui sont à Kanombe, qui sont à dans Kigali, tous les points stratégiques. à Kigali, mais pas partout dans le pays comme avant. Mais ils sont dans les points stratégiques De la ville de à la Kigali. garde présidentielle. Il y a les gens. Eh bien, et à ce moment-là, vous avez parlé du crash de l'avion du président. À ce moment-là, le premier qui est allé sur les lieux, c'est un Français. Est-ce qu'il y est arrivé? Il y a eu les anses d'y arriver. Il y a eu les anses d'y arriver. Pourquoi pas les autres? Il y avait l'ONU ici, il y avait les forces, les casques bleus. La minoire. Et la minoire. La minoire pouvait y être en premier lieu. Mais celui qui est arrivé là-bas, c'est le Français. C'est lui qui est arrivé sur place le premier. Et quand on parlait de boîte noire ou quoi, c'était un officier rwandais, donc d'une de Rwavarinda qui était colonel, qui l'a porté en France par après. Est-ce que les forces de l'ONU n'étaient pas ici? Les forces de l'ONU étaient ici. Eh bien, je vous dis, ces Français, ils ont intervenu dans les structures stratégiques où ils pouvaient observer tout ce qui se passait, mais réellement, comme il l'a dit, ils ont observé comme ça, ils ont accepté tant bien que mal. Mon général, vous parlez bien de la minoire, la force des Nations Unies qui était au Rwanda à l'époque, avec le général Roméo Dallaire. Justement, c'était quoi exactement la coopération entre les Nations Unies à cette époque et l'armée française ou ses coopérants qui étaient là? Y avait-il un échange d'informations? Qu'est-ce qu'ils se disaient face à la situation qui se passait sur terrain? Les gens sont en train de mourir. Les Nations Unies font un rapport des massacres des Tutsis. Que disait l'armée française à cette époque-là? Quel est le rapport cette armée-là fournissait à ses supérieurs en France? Moi, je vous dirais que le rapport entre les Français, les militaires français d'alors, et la minoire, je dirais qu'il n'y avait pas de rapport direct. Donc, chacun y allait de son côté? Il y avait plutôt le rapport et militaire français et militaire rwandais, ensemble. Docteur, Oui. nous sommes à la mi-juin 1994. La France ne reconnaît toujours pas les massacres. Mais Alain Juppé, qui était à l'époque... Non, la France ne reconnaît pas le génocide commis contre les Tutsis. Les massacres, ils le reconnaissaient. Non, reconnaît les massacres. Mais à la mi-juin, Ouais. Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, parle des génocides, au pluriel. Je parle bien des génocides. Ça veut dire cet aspect-là ethnique. Pour lui, c'est une ethnie qui est en train de massacrer une autre et vice-versa. Et là, il parle de forces de APR, l'armée patriotique rwandaise, qui massacre une partie de la population, les Hutus, et l'armée rwandaise également, qui massacre une autre partie de la population, les Tutsis. Pour lui, il s'agit des génocides. Le Conseil de sécurité veut toujours parler des génocides, mais la France s'interpose toujours. Quelle est la motivation exacte d'Alain Juppé à cette époque et de la France? Mais on l'a dit dès le début de cette émission, la motivation c'était que la France avait fait le choix. Elle avait fait le choix de soutenir le régime du président Habyarimana, peu importe les crimes commis par ce régime-là. Donc c'était
un choix de complicité, d'accompagnement de ce régime jusque dans son plus dernier retranchement, même en plein génocide. Et c'est la raison pour laquelle, en juin, comme vous le dites, la France se rend compte que l'étendue du génocide est tellement épouvantable qu'il devient difficile de le nier. Et la France va choisir le chemin, je dirais, le plus facile pour dire oui, il y a des massacres, il y a des tueries, mais les tueries se commettent de deux façons. Plutôt de deux côtés. La France donc, ne veut pas reconnaître l'organisation, la préparation du génocide, elle va reconfondre à la guerre. Et c'est pour cela que la France a continué justement de semer la confusion au sein de l'opinion internationale afin d'éviter que le Conseil de sécurité ne prenne des résolutions en vue de venir arrêter le génocide en cours au Rwanda en 1994. Général, à cette époque, il y a une confusion totale. D'une part, il y a les gens qui sont en train de mourir, des centaines de milliers sont en train de mourir, les Tutsis. Mais d'autre part, la France vient avec une idée de l'opération turquoise. C'était quoi exactement l'opération turquoise? Eh bien, l'opération turquoise, moi je vous dirais que c'était une opération réellement qui n'était pas nécessaire même à ce moment-là. Eh bien, l'opération turquoise. Vous qui étiez dans l'armée, on vous a dit que c'était une opération pour faire quoi? Dans des termes très, très clairs. On disait non. Ce qui se disait, on disait une opération humanitaire. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'humanitaire? Est-elle vraiment humanitaire, cette humanitaire opération? Comment? Qu'est-ce qu'a fait cette opération? Cette opération qui s'est limitée sur la préfecture de Cyangugu, du Kongoro, Kibuye. Elle allait inclure Gisenyi, mais Gisenyi était à ce moment-là prise par les forces de la PR. Eh bien, et ce qui a été fait plus tôt, c'était accompagner les gens qui fuyaient au Zaïre à l'époque. Sinon, l'opération humanitaire en tant que telle, moi, je n'ai pas vu. L'opération humanitaire, eh bien, ça pouvait sauver les gens. Peut-être on nous dira ça a sauvé tel ou tel, mais moi, ce que je sais, je ne connais pas. Docteur, l'opération turquoise, tout le monde sait comment ça s'est terminé. Pratiquement un corridor pour faire exfiltrer les mots militaires, le régime qui était en déroute. Mais cette France, cette armée est partie avec tous les attributs de l'État à traverser vers le Zaïre. Certains des responsables se sont éparpillés un peu partout, que ce soit au Zaïre et même en Europe, et notamment en France. Oui. Rechercher, en même temps, il y a le tribunal international pour le Rwanda qui est créé par la suite. Et toutes les nations du monde livrent ces suspects du génocide. Mais la France refuse délivrer ces auteurs du génocide. Pourquoi ce refus jusque devant une telle réalité? Mais comment est-ce que la France allait les livrer alors que c'était la France qui les avait exfiltrés? Donc c'est la France qui avait des ministres de ce gouvernement, un certain nombre d'officiers, de hauts cadres de l'ancienne armée rwandaise à s'exiler en France. Donc c'était en fait pour les protéger. Je pense que ça se comprend d'ailleurs parce que la France ne voulait pas que ces gens-là, qui avaient été ses alliés, qui avaient été ses amis, ne tombent pas sous le coup de la justice pour qu'ils ne livrent pas des secrets, justement, qu'ils avaient. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, pour le procès Bagosora, la France, et même dans le procès Nsengiyumva, la France est intervenue pour défendre devant la justice du TPIR, le colonel Bagosora, des généraux comme le général de Saint-Quentin, dont on a parlé au début, qui était chef de l'instruction du bataillon paracommando. Il est allé témoigner en faveur du colonel Bagosora. Des militaires français sont allés témoigner en faveur du général Kabirigi, qui était donc le chef de la logistique de l'ancienne armée rwandaise. Et une fois que Kabirigi a été acquitté par le TPIR, immédiatement la France l'a récupéré, lui a donné un visa d'établissement en France. Donc vous voyez, la France agit toujours pour cacher des preuves de son implication dans le génocide. Et pour mieux cacher des preuves, il faut évidemment sauver, protéger ses anciens alliés, que ce soit des alliés de l'armée ou même des alliés au sein du gouvernement.
Général, vous avez été par la suite dans les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. Yeah. Des informations font état de l'appui de l'armée française à vos forces. Donc après, en quelques mots, comment s'est passée cette assistance-là de la France alors que vous étiez dans les forces négatives au Congo? Donc, est-ce que je peux dire, après l'asile de les gens qui ont trouvé asile au Congo, à l'est du Congo, rapidement, parce il y que avait l'opération turquoise dont on parlait. L'opération turquoise, arrivée au Rwanda, mais le quartier général de cette opération turquoise, c'était à Kisangani et à Goma, n'est-ce pas? Le quartier général avancé, c'était Goma. La grande partie du quartier général se trouvait à Kisangani. Eh bien, les relations qui étaient entre les officiers rwandais et les officiers français, eh bien, ça a continué, même de l'autre côté. Ça a continué. Eh bien, puisque le chef d'état-major des ex-FAR qui était là, tout près du quartier général du général Lafourcade qui commandait cette force, les relations ont continué. Quand ces relations ont continué, eh bien, je dis que c'est dans ce sens que l'aide ne pouvait pas manquer. Seulement ce que je ne peux pas vous dire en tant que moi, à l'échelon où j'étais, bien sûr, je faisais partie de l'état-major de l'époque, mais ce que se sont dit les deux responsables, ce qu'ils se sont convenus de faire, là, eh bien, du moins, continuer les relations. Ça, je connais. Continuer le ravitaillement, ça a été limité. Ça, c'est sûr, c'était dans un autre pays. C'était le Congo plutôt. Et sinon, les conseils de continuer la lutte. Les conseils, bien que c'était quand même limité, mais quand même, ça s'est fait. On comprend. Docteur, il y a quelques années, le président Sarkozy, à l'époque, Sarkozy était encore président, il est venu ici au Rwanda. Il a parlé d'une erreur politique qui s'est passée à l'époque. Comment interprétez-vous cette phrase-là, une erreur politique? Bon, je crois que c'était un point de départ. Le président Sarkozy, je crois qu'il était de bonne foi. Le président Sarkozy se rendait compte que la France était allée au-delà des engagements qu'elle devait faire. Mais il était aussi soumis aux pressions internes de son pays. Je crois que le président Sarkozy voulait établir des relations saines, des relations vraies avec le Rwanda. Mais il y a des pressions de l'intérieur. Il y a des pressions au sein des anciens militaires, des officiers qui étaient impliqués aussi dans des crimes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que des Interahamwe ont été entraînés par l'armée française. À l'intérieur de l'opération turquoise, il y a des militaires français qui ont commis des crimes, et qui ont commis des viols, et qui ont commis des assassinats. Donc, si le président Sarkozy reconnaît ces crimes-là, il va subir des pressions de l'intérieur, il va avoir des problèmes. Mais je crois que le président Sarkozy voulait, en un mot, construire des relations vraies, des relations saines avec le Rwanda, mais il y a à l'intérieur de la vie politique française, de l'armée française, je dirais une résistance de la reconnaissance des vraies responsabilités pour pouvoir fonder des relations diplomatiques basées sur la vérité. Une fois qu'en fait les ténors de cette politique ne seront plus actifs, je crois que c'est là où il faut peut-être espérer un réaménagement de bonnes relations avec la France. Docteur Bizimana, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Général Paul Rwanda-Kabije, merci aussi d'avoir été de nôtres. Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, merci d'avoir été de nôtres. Passez une bonne nuit en compagnie de nos programmes.